mercredi dernier, Carlos Zanon qui était présent, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire, hyper sympa et tout, mais qui a écrit Soudain trop tard, qui vient de sortir aux éditions Asphalt, qui est un excellent roman noir barcelonais, un peu à la Jean-Claude Izzo, ce qu'il a fait sur Marseille, sur Barcelone, c'est le même genre d'ambiance, quotidien blême, quartier béton, ambiance un peu pourrie, et en même temps c'est construit comme une tragédie, avec unité de temps, quasiment de lieu, avec des personnages coincés au dernier moment, souvent à ça, de réussir leur vie, leurs objectifs, etc. Et le portable va plus marcher, ça capte plus, ou ça se croise, ça se coince, et ça ne marche pas. Et voilà, donc ça peut être soit... on peut interpréter ça comme la pression sociale, enfin le fait d'être né dans ce quartier-là et que de toute façon on est destiné à ça, ou quelque chose d'une tragédie. Mais dans la salle 101, il a été décrit comme vraiment une énorme baffe, un gros coup de poing, un truc... c'est pas si noir que ça. Il y a quand même des personnages secondaires très fouillés, très lumineux. Ça pourrait se finir beaucoup plus mal que ça, et c'est pas le cas. Ça reste... il joue vraiment à l'équilibriste entre justement quelque chose d'absolument noir et désespéré et quelque chose de beaucoup plus romanesque et lumineux. L'histoire très vite, Epi tue son pote Tanver à coups de marteau au premier chapitre, c'est tôt le matin. Alex le grand frère, et s'enfuit en courant. Alex le grand frère d'Epi a tout vu, décide de le couvrir auprès des flics, mais il doit récupérer son frère pour qu'il s'accorde sur la version à donner. C'est pas encore gagné, quoi. Et de leur côté, les flics du coup mettent le doigt sur quelque chose d'assez dégueu de ce qui se passait entre Tanver et Epi, et voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus, de toute façon ça revient par petites touches. Les personnages secondaires sont vraiment très très chouettes. Il y a une nana qui est une vraie casse-couille et qui s'appelle Tiffany Brisette, enfin, rien que pour ça faut lire le livre, quoi. Et voilà, un très chouette roman noir, barcelonais, un petit peu lumineux quand même. Je vous dis juste 3 phrases sur Massachusetts de Leandro Avalos Blacha. Donc c'est pas un des plus célèbres Asphalt, qui n'en manque pas, enfin de livres célèbres. Moi j'avais bien aimé celui-ci parce que il parle de zombies. En fait, ça fait 15 ans qu'on nous saoule avec les zombies, qui sont devenus peut-être l'élément de, enfin 20 ans si vous voulez, mais l'élément de la pop culture qui est peut-être le plus pesant en fait. Ce qui peut être très bien, hein, mais oui, enfin le zombie, on n'a pas fait encore ça. Zombie complètement idiot, puis qui veut les cerveaux et tout. Et en fait, là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on nous présente donc en Argentine une zombie, puis qui en fait n'a pas de problème particulier, parce qu'avec un peu de maquillage, elle se promène de façon finalement assez intégrée. Elle est punk hein, quand même. Hein. À la limite, c'est plutôt le fait qu'elle est un peu obèse, et puis qu'elle préfère les femmes que les hommes, qui peut lui poser des problèmes sociaux, pas tellement le fait d'être zombie, quoi. Et du coup, Blacha a choisi un narrateur, enfin une narratrice quand même assez incroyable, pour décrire un angle de la société argentine d'aujourd'hui, donc en fait dans lequel les infirmes sont en fait des chefs de bande complètement cyniques, où les fils de famille, de toute façon, ont à leur disposition à peu près tout ce qu'ils veulent pour noyauter et s'acoquiner avec tout ce qu'il y a comme réseau mafieux en fait en Argentine. Donc dans une Argentine qui est pré-mexicaine en fait, telle que la voit Blacha, c'est-à-dire que tout peut exploser d'une seconde à l'autre, mais on fait encore un peu semblant que tout ça est sous contrôle. Et le fait d'avoir choisi la narratrice la plus improbable possible donne à ce roman une tonalité vraiment très spéciale, pour moi, qui m'a beaucoup amusé, sachant que évidemment tout ce qui est décrit est vrai. Évidemment. Et on va faire un deuxième roman de Leandro Avalos Blacha en 2013, donc... Enfin, je dis ça de façon très fière, mais j'ai pas encore le titre français, donc c'est tout ce que vous saurez. Voilà. Suspense. Encore une nouveauté Asphalt de la rentrée, Chamamé de Leonardo Oyola, qu'on avait fait un précédemment, qui était Golgotha. Chamamé, magnifique couvre, quand même. Et qui ressemble vraiment, enfin l'ambiance c'est vraiment ça. C'est ce côté un peu suranné, un peu western, roman noir quand même, relation d'amour-haine entre deux
potes qui étaient dans le même gang au départ. Il y a un magicien de la route, le chauffeur de la bande, le mec quand il a une bonne bagnole, on le rattrape pas. Et un psychopathe illuminé qui est persuadé que Dieu lui parle à travers des tubes de pop rock. Et les deux se retrouvent en prison, en ressortent. Il y a un chamboulement total de la chronologie, donc même moi, j'ai pas bien compris qu'est-ce qui se passe avant ou après la prison, si c'est en pointillé ou pas. Toujours est-il que l'un fait une crasse à l'autre et s'ensuit la course-poursuite de la vengeance, quoi. Mais c'est rock. Il y a un côté un peu western avec ces mecs machos, etc. Et en même temps, il y a une très belle histoire d'amour. Il y a des scènes de prison absolument incroyables. C'est un grand roman noir encore. Alors, ce qui est très marrant avec Golgotha, du même auteur, donc Bernard de Yola, qui l'a écrit d'ailleurs pas en même temps, mais en fait pas de façon si éloignée que ça. En fait, il a écrit Golgotha après Chamamé, voilà. Même si nous on les a publiés dans l'autre sens. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est toujours en Argentine, mais c'est très différent en fait de Chamamé. Là, ça se passe pas chez les fous, là au nord, à la frontière uruguayenne, où il y a pas de loi. Ça se passe à 60-80 km du Buenos Aires, dans les cités dortoirs. En fait, dans les cités dortoirs qui sont ancrées sur un village traditionnel argentin, qui lui a grossi avec la ville, et puis après sont venues toutes les banlieues qui tournent un peu au bidonville. Et là-dedans, en fait, il y a des policiers qui, eux, sont là du village, ils doivent faire leur boulot, et puis ils connaissent les habitants, enfin plutôt ceux du vieux village que des cités bidonvilles, mais ils savent qu'ils existent. Et tout, on essaye de... Alors c'est la criminalité partout, c'est comme dans le Nord sauvage, mais tout ça donne une apparence d'être un peu géré, on ne se marche pas trop sur les pieds, on essaye de ne pas faire des hécatombes toutes les semaines, jusqu'au moment où il y a des trucs qui mettent le feu aux poudres, et notamment quand il y a un séducteur en fait des cités qui engrosse en fait une gamine du vieux village, et puis que dans l'avortement en fait ça devient la catastrophe totale. Là, il y a certains des policiers qui pètent les plombs, qui disent ça suffit maintenant, ça fait des années qu'on supporte. Maintenant, on ne peut pas laisser passer ça. Et là, d'un seul coup, on passe d'un univers qui était à peu près maîtrisé, enfin pas très joyeux, mais maîtrisé. On passe à un truc où là, c'est la folie avec les... Donc il y a un côté très différent, parce que autant Chamamé, c'est vraiment le côté Tarantino de Yola. Là, en fait, c'est le côté Ed McBain, en fait. Donc on parle du commissariat, dans le fond, et tout ça, est très raisonnable. Sauf qu'à un moment, il y a un des flics qui se prend un gros trip de LSD, qui devient fou, et la façon dont ça impacte les autres, évidemment, est assez incroyable. Alors, sachant que là où tout se décide, mais ça c'est vraiment ça c'est Yola, c'est dans des bars où on écoute de la musique de latino rock complètement déjantée jusqu'à pas d'heure, en buvant, et tout à coup on prend les décisions stratégiques, quoi. Et évidemment elles sont pas toujours bonnes, quoi. Voilà.